Ils l'ont renvoyé parce qu'il n'était pas apte au combat et l'ont traité d'inutile. Il s'avère que toute l'Académie ne fonctionnait que grâce à sa présence. Au moment où ils parlent, leurs inventions de génie cessent complètement de fonctionner. Pendant ce temps, le chercheur qu'ils ont mis à la porte révèle nonchalamment une magie de rang S comme si c'était un passe-temps. Maintenant, une princesse, une fille dragon et une bande de génies se rassemblent autour de lui. Alors, qui était vraiment l'inutile depuis le début? C'est parti! En utilisant une petite quantité d'énergie magique, ces objets enrichissent la vie des gens. Même ceux qui ont peu de pouvoir magique et qui sont incapables d'utiliser la magie peuvent s'en servir dans la vie de tous les jours. On les utilise dans des contextes très variés des foyers ordinaires au Palais Royal et ils ont également contribué de manière significative à la prospérité de ce pays. Le Saint-Empire de Lingfeldon. Ces objets sont appelés artefacts magiques et ceux qui les développent sont appelés mages artificiers. Il lui a dit qu'il devait écouter. Il n'a pas à venir travailler demain. Professeur associé de l'Académie des sages Vernon Strite. Vernon a demandé s'il était en vacances. Il lui a hurlé qu'il lui avait déjà dit qu'il était viré. Mon Dieu, quel idiot il fait! Le directeur de l'Académie des sages. Le protagoniste a demandé « Mais pourquoi ce licenciement ?» Le directeur a trouvé ça stupéfiant. Il ne comprend même pas pourquoi il se fait virer. Il explique que l'Académie des sages est une institution scientifique majestueuse et bénéfique, seule responsable du développement des artefacts magiques au sein de l'Académie. Cependant, malgré cela, non seulement il passe trop de temps en recherche, mais en plus il n'entraîne exclusivement que des cancres. Vernon pensa que si la recherche traînait, c'était uniquement parce qu'on lui assignait diverses tâches routinières. Et quant aux étudiants ayant de mauvaises notes, il estimait qu'ils avaient obtenu des résultats tout à fait respectables dans leur recherche. Le directeur a dit qu'il s'en était tiré jusqu'à présent, mais que maintenant c'était fini. Il a ajouté que le fondateur de l'Académie qu'il avait toujours couvert n'était plus là. Il a retiré le tissu de la table. Le protagoniste a regardé et a demandé « Ce sont ces artefacts magiques. » Le directeur a répliqué « Ces artefacts magiques, tout ça appartient à l'Académie. » Tous les plans, tous les brevets, absolument tout, et il lui rendait la camelote restante. Il n'avait qu'à vivre avec comme il le souhaitait, si bien sûr il parvenait à survivre dans la capitale royale. Après ces mots, Vernon s'est retourné et est parti. Le doyen a dit que c'était génial que ce type ne faisait que l'irriter et qu'il était donc content qu'il s'en soit débarrassé. Le doyen du département des artefacts magiques de l'Académie des sages a déclaré qu'ils avaient récupéré des matériaux de recherche et des artefacts magiques rentables. Ils n'avaient plus besoin de lui. Il a ajouté que bien sûr lui, le directeur, serait également enregistré comme le deuxième développeur de ces artefacts magiques. Le directeur a dit que le fondateur et le protagoniste, seuls ces deux-là, leur barraient la route, mais que maintenant, ils n'étaient plus là. L'Académie était maintenant entièrement entre leurs mains, Torcopan. Il lui a dit qu'il devait continuer et achever son développement. Il a répondu comme il le souhaitait. Il a dit que 3 jours suffiraient à ses génies pour terminer le travail. Au final, il serait également renvoyé. Il a dit qu'il devait y aller. On lui a dit que c'était un ordre de l'Académie des sages et que les locaux ne lui étaient plus loués. On lui a dit que sur ordre de l'Académie, on ne pouvait pas lui vendre de marchandises. Elle s'est indignée et a dit que sur ordre de l'Académie, il ne pouvait pas lui donner d'argent. Il ne devait plus jamais revenir. Il ne devait pas venir. Vernon pensa que tous les endroits avec lesquels il avait de bonnes relations lui avaient tourné le dos. Il s'est dit qu'il avait l'impression que le directeur avait déjà tout manigancé dans son dos. Il pensa qu'il ne lui restait presque plus rien. Puisque c'était le cas, il n'avait pas d'autre choix que de se rendre à cet endroit. Derrière lui, des hommes se disputaient. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était une commande spéciale de son Altesse, le prince héritier. Si ce n'est pas prêt pour la cérémonie de demain, j'avais pourtant tout emballé avec soin. Pourquoi? Le protagoniste s'est approché et a demandé ce qui avait été endommagé par l'impact de la chute. Les pièces semblaient intactes. Si c'est le cas, soudain l'un d'eux a crié qu'il devait s'arrêter. Il ne devait pas y toucher sans permission. C'était un artefact magique complexe. S'il l'endommageait encore plus... Puis le protagoniste a dit que tout était prêt, qu'il l'avait réparé. L'homme a demandé surpris « Quoi ?» Il a répondu par la négative, disant qu'il était impossible de le réparer aussi vite. Après quoi, le protagoniste a posé sa main sur le sol et a réparé tous les autres objets. Il a dit qu'il avait réparé tout le reste en même temps, et au passage, il avait amélioré l'efficacité de la consommation d'énergie magique. Ils étaient très choqués par cela. L'un d'eux a dit qu'ils étaient vraiment tous réparés. Il est tombé à genoux devant Vernon et l'a remercié. Il ne savait pas qui il était, mais il leur avait sauvé la vie. Il a dit qu'il devait lui permettre de le remercier d'une manière ou d'une autre. Le protagoniste a répondu que dans ce cas, il pouvait le déposer quelque part avec cette calèche. Il y avait un endroit où il devait se rendre. Ils ont accepté et ont emmené Vernon. Le protagoniste pensa que c'était le domaine Strite, la grande famille aristocratique, qui gérait les affaires militaires de ce pays, sa maison. Son père et son frère voulaient qu'il devienne soldat, mais il s'est opposé à leur décision pour devenir un mage d'artefacts.
Werner expire et pensa que s'il découvrait qu'il avait été renvoyé de l'académie, il le forcerait à s'engager dans l'armée. Il ne devait absolument pas se montrer. Il devait prendre tout ce dont il avait besoin et partir immédiatement. Le protagoniste passa par la fenêtre tout en continuant à réfléchir. Au moins ses affaires personnelles devaient avoir été laissées sur place. Si seulement il pouvait passer ce coin à temps. À ce moment-là, elle s'approcha de lui et lui dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il se retourna et la regarda. Elle lui dit que depuis qu'il avait quitté la maison, il n'avait même pas pris la peine d'écrire une lettre. Werner l'appela et elle répondit « Et maintenant tu te faufiles comme un voleur. Tu dois venir dans ma chambre immédiatement. » Burgett lui dit que ce matin, une lettre était arrivée du professeur K, la première directrice de l'académie, rue Biscaltus Rome Burgett. Elle ajouta qu'elle comprenait déjà à peu près ce qui s'était passé. D'accord s'il ne voulait pas avoir affaire à son père et à son frère, mais pourquoi ne lui avait-il rien dit à elle? Le protagoniste ne pouvait pas la regarder dans les yeux et s'excusa. Il répondit qu'il ne voulait tout simplement pas lui causer de soucis supplémentaires. Elle le regarda et dit « Oh là là, d'accord, assez de leçons de morale. » Idiot man. Elle avait une lettre pour lui. C'est le professeur K qui la lui a donnée. Il devait l'apprendre. Longue vie au sage. Peut-être que la lettre contenait quelque chose qui pourrait l'aider. Vernern prit la lettre et la lut. À mon cher élève Vernern. Tu t'inquiètes probablement que j'ai quitté l'académie sans un mot, mais ne t'en fais pas. Je me détends actuellement dans les sources chaudes du village. J'ai pris ma retraite à cause de douleurs lombaires. J'ai donc décidé de m'acheter une maison avec des sources chaudes et de profiter de la vie. Mais assez parlé de moi. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as probablement déjà été viré de l'académie. J'ai essayé de te nommer comme mon successeur. Mais connaissant ce vieil homme, il a probablement trouvé une excuse pour se débarrasser de toi. Mais sais-tu quoi? Je pense que c'est encore mieux ainsi. Tu devrais faire les recherches qui te passionnent vraiment. Tu n'es pas à ma hauteur, bien sûr, mais tu as déjà créé d'innombrables artefacts magiques révolutionnaires. Ton talent ne peut pas être gaspillé. Le protagoniste pensa au professeur et continua sa lecture. Tu dois te concentrer sur tes recherches. Tu devrais approfondir la science. Si tu n'as nulle part où travailler, je te prêterai mon ancien laboratoire en pleine nature. Et enfin, le plus important, tu dois te souvenir de ces mots. Je suis un plus grand génie, alors ne sois pas arrogant et continue de t'améliorer. Werner pensa qu'elle était toujours aussi audacieuse. Le protagoniste fit une pause et réfléchit aux recherches qu'il aimait. Il se dit qu'il lui faudrait un financement pour la recherche et un environnement confortable pour collecter des matériaux. Ce serait bien pour lui de trouver un assistant compétent. Mais le plus important, pensa-t-il, c'est de créer un laboratoire où il pourrait faire ses recherches en paix. Une fois sa décision prise, la première chose à faire était de créer cet outil indispensable pour son travail. Burgett le regarda et dit que le Vernon qu'elle connaissait était enfin de retour. Malgré tous les reproches de son père, il avait quand même choisi la voie de créateur d'artefacts magiques. Les yeux remplis d'espoir poursuivant un rêve exactement les yeux qu'elle aimait. Elle l'interpella et lui dit que même si personne ne le comprenait, il ne devait pas s'en inquiéter. Elle serait toujours à ses côtés. S'il avait des ennuis, il pourrait se tourner vers elle. Werner la remercia et lui dit qu'il partait. Elle lui souhaita bonne chance. 2 jours plus tard, le protagoniste s'approcha de la maison que son professeur avait mentionnée. Il se dit qu'il était enfin arrivé. Construire un centre de recherche aussi grand en pleine nature, c'était bien digne du professeur K. Bon, il était temps pour lui de commencer ses recherches. Il s'apprêtait à entrer, mais il regarda sur le côté et vit une fille qui fuyait un monstre en hurlant. Werner se demanda si c'était l'ancien dragon. On dit qu'ils apparaissent extrêmement rarement, alors pourquoi en avait-il un ici? Le protagoniste regarda la tête du dragon. L'instant d'après, le dragon voulut attaquer la fille, mais Vernon se plaça devant elle et la protégea du coup. Il se dit qu'il n'avait jamais vu un tel dispositif magique auparavant. Il devait y regarder de plus près. Même d'ici, c'était trop loin. Il avait du mal à voir. Suppression de la conscience. On dirait qu'il a un effet de contrôle forcé. On dirait que le propriétaire le contrôle à distance. Cependant qu'il y a de légers bugs dans le contrôle de la moitié gauche du corps. Il y a une marge d'amélioration. Le dragon voulut attaquer le protagoniste. Il se dit « c'est ça ». C'est clair, le côté gauche réagit lentement. Il attrapa la fille et esquiva l'attaque. Werner se dit qu'il comprenait maintenant toute sa structure. Le protagoniste sauta sur le dragon et arracha l'amulette de sa tête. Après tout ce qui s'était passé, la fille regarda Vernon avec surprise. Il se dit que la cause du dysfonctionnement était simple. S'il le réparait ici, tout devrait fonctionner comme il faut, mais en général, cette fonction de contrôle forcé était juste une nuisance. La fille essaya d'interpeller le protagoniste. Était-ce bien lui? Werner était plongé dans ses pensées et se dit que cela affecterait directement le système nerveux. La réparation était terminée. Un appareil thérapeutique multifréquence était prêt. Il détend les muscles et le système nerveux. Modèle. Ça aide aussi pour les tensions aux épaules et les douleurs lombaires. Peut-être que ce serait utile pour le mal de dos de la professeure Kay. À ce moment-là, la jeune fille regarda notre héros avec une grande surprise.
Pendant ce temps, à l'académie, le directeur se demandait ce qu'il fichait bon sang. N'a-t-il pas un seul artefact magique de terminé? Ça fait déjà une semaine. Le doyen pensa, bon sang, comment est-ce que ça a pu arriver? Il a volé tous les documents de recherche de Vernon, mais peu importe combien de fois il les relisait, il n'arrivait pas à comprendre le sens de ce qui y était écrit. Comment a-t-il même pu achever cet artefact magique? Non plus important encore, a-t-il vraiment tout compris à la théorie présentée ici et développé le design lui-même? Ça fait bien plus longtemps que lui qu'il est dans le métier. Pourquoi il a dit que ce type... À cet instant, le doyen et la jeune fille demandèrent simultanément sans le savoir qui il était. Vernern dit « C'est ça. Il doit ajouter un artefact d'interrupteur, un commencement inconscient et incomparable. » Klaus demanda « L'Académie a expulsé Werner. » Quelle absurdité! Le prince de l'Empire Linfeldon, Klaus Linfeldon. L'écho de l'expulsion de Werner avait même atteint les plus hautes élites du pays. Il a dit que c'était vraiment un gâchis de renoncer à un mage artefact aussi talentueux que Vernon. Le prince a dit qu'il ne semblait pas comprendre l'ampleur du problème. C'était une situation dont dépendait le destin de l'Empire. Il a dit qu'il devait sûrement exagérer. Il ne manie pas la magie offensive comme un véritable artificier, mais n'est qu'un maître des outils magiques. Se souvient-il de la fin de cette guerre civile? Il a répondu par l'affirmative, disant que plus de 100% des rebelles avaient été mis en déroute par un nouveau type de bombe magique et que la victoire avait été remportée. L'inventeur de cette bombe était Vernern, alors âgé de 12 ans. Klaus a dit que la bombe était à l'origine conçue pour extraire du minerai d'une mine. Lors de l'expérimentation, la puissance étonnante de la bombe a été révélée à tel point que seule une barrière créée par des dizaines de mages de la cour a pu la contenir. Et ce ne serait pas si grave s'il ne s'agissait que de créer des bombes. Mais ce type sans utiliser de bombe a fait la démonstration d'une magie de la même puissance 100 fois. C'est un mage puissant qui pourrait détruire un pays à lui tout seul s'il le décidait. Il ne faut le provoquer sous aucun prétexte. Pour l'instant, il est amical envers leur pays. Notre héros, ignorant les rumeurs, se dirige vers la capitale royale, La porte principale. Werner a été interpellé par des gardes. Il a dit que c'était la porte principale de la capitale royale sacrée. Ils sont les fiers gardes chargés de la protéger. Des individus aussi suspects qu'eux se voient interdire l'entrée. Notre héros pensa qu'il n'était pas préparé. S'il avait été dans le carrosse de l'académie ou de sa maison, il l'aurait laissé entrer sans problème. Il était si impatient de commencer ses recherches. Mais maintenant, tout avait tourné de cette façon. Elle lui a demandé si son nom était Werner. C'est exact. Son nom était Charlotte. Elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé plus tôt. Charlotte lui a demandé s'il connaissait Maître K. Werner a répondu positivement. Elle a dit qu'elle était venue ici pour étudier les outils magiques auprès de Maître K. Elle lui a écrit plusieurs lettres et finalement elle a été convoquée. Notre héros a dit « Eh bien, Maître K n'est plus là. » Charlotte a été surprise et a demandé « Elle n'est plus là. » Werner n'a répondu que non, puis elle a demandé « C'est tout !» Alors notre héros a répondu qu'elle semblait être aux sources chaudes en ce moment. C'est comme ça. Il lui a dit qu'elle ne pourrait certainement pas devenir son apprenti. Charlotte était très contrariée et est tombée à genoux. Elle a dit « Vraiment, qu'est-ce que je dois faire? » Vernon, lui, a dit que dans la capitale, il y a une école pour l'étude des artefacts magiques. Cette école, l'Académie des Sages, est équipée de la dernière technologie et est un endroit idéal pour étudier, bien qu'il y ait des gens pas très recommandables là-bas. Si elle le souhaite, il peut lui écrire une lettre de recommandation. Il a de bonnes relations avec les professeurs là-bas. Charlotte a rayonné à cette nouvelle et a demandé « Vraiment ». Elle lui a attrapé la main et a dit que c'était excellent. Puis elle l'a remercié. Notre héros a dit qu'il serait dangereux pour elle d'errer seule avec de telles blessures. Il y a réfléchi et c'est pourquoi il l'a amenée à la capitale royale. Mais Charlotte a dit au garde qu'elle avait une pièce d'identité. Le garde a ri et l'a pointé du doigt. Il a dit que c'était de toute évidence un faux. Il n'avait même pas besoin de vérifier, c'était inutile. Elle a regardé sa pièce d'identité et a dit qu'elle était authentique. Le garde s'est détourné d'elle et a dit que tous les faussaires disaient ça. Il devait faire demi-tour rapidement. Charlotte lui a attrapé le bras et a dit qu'il devait y regarder de plus près. Elle le suppliait. Elle avait vraiment besoin d'entrer. Le garde s'est mis en colère et a voulu l'attraper. Il a dit qu'elle l'empêchait de travailler. Werner a réussi à la sauver. Il a dit au garde que vérifier les documents n'était-ce pas son travail. Vous devriez arrêter de juger d'un simple coup d'œil. Il doit vérifier minutieusement. Si bien sûr il se considère comme un fier garde de la porte. Le garde s'est mis en colère et lui a dit que peu importe comment on les regarde, leurs saletés sont des faux. Il va les arrêter pour crime de contrefaçon. Notre héros a esquivé son attaque et a dit que s'il n'a pas confiance à cause de la saleté sur... Il a utilisé la magie et a proposé de tout nettoyer avec un jet d'eau. Werner a tout nettoyé avec sa magie. Il a dit « Maintenant, toute la saleté a disparu. » Elle a regardé et a dit que c'était vraiment propre. Le MC s'éclaircit la gorge et dit « Bon. » Ils y sont allés.
Le commandant s'est approché de lui et a demandé ce que c'était que tout ce bruit. Le garde l'a appelé. Le commandant a demandé « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» Le garde a répondu qu'il avait tout mal compris. Puis il a pointé Vernon du doigt et a dit que ces deux-là voulaient passer avec de faux documents. Alors ils les ont fait faire demi-tour, mais ils ont résisté. Le commandant a écouté ça et a demandé « Ils étaient falsifiés ». Il a dit à Charlotte de lui montrer les documents. Charlotte lui a tendu la carte d'identité. Le commandant a pris les documents et a dit que la falsification de documents est un crime grave. Puis il a lu ce qui était écrit sur la carte et a dit que ça... La seconde d'après, ils se sont tous inclinés et il s'est excusé auprès d'elle pour son impolitesse. Qu'ils allaient ouvrir la porte immédiatement. Le garde lui a demandé pourquoi. Le commandant les a regardés d'un air sévère et leur a demandé comment ils avaient osé faire une chose pareille, qu'ils seraient tous les deux sévèrement punis. Il s'est approché de Charlotte et lui a demandé où elle allait, qu'il allait l'escorter dans sa calèche. Le MC a pensé qu'il semblait qu'elle n'avait plus besoin d'escorte. Il l'a appelé et lui a donné une lettre de recommandation. Il a dit au garde qu'il devait l'envoyer à l'Académie des Sages. Le garde a acquiescé. Vernon lui a dit de bien étudier. Charlotte l'a appelé puis s'est inclinée et l'a remercié. 5 jours plus tard, il s'est dit qu'il avait terminé pour aujourd'hui. Le MC a pensé qu'il avait enfin presque terminé cet appareil. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à tester sa résistance. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Vernon s'est demandé qui ça pouvait bien être qui frapperait à la porte d'une maison au milieu de la nuit perdue au milieu de nulle part, juste au cas où il valait mieux être prudent. Il a ouvert la porte et a vu une jeune fille qui ressemblait à un dragon se tenir devant lui. Elle a dit qu'elle l'avait enfin rencontré, qu'elle pensait ne jamais revoir son maître. Puis elle s'est soudainement jetée sur lui pour l'étreindre. Le MC s'est demandé qui c'était. Pendant ce temps, le serviteur disait que l'homme qui se trouvait à la porte principale était sans aucun doute un élève de K. Peut-être est-il lié à l'ermite qu'il recherche depuis tant d'années. Le chef était ravi. Et qu'en est-il des artefacts magiques de l'Académie? Le serviteur a dit que leur développement ne se passait pas très bien. Ils ont exaucé leurs vœux en échange de nouveaux artefacts magiques de l'ancien directeur K. Le chef était indigné. Est-ce qu'ils ne les respectent vraiment pas? Ils doivent comprendre à qui ils ont affaire. Peut-être qu'au lieu d'attendre les résultats de leur travail, ils devraient simplement prendre tout ce qu'il a réussi à créer dans son repère en pleine nature. Le serviteur a dit que dans ce cas, il devrait le lui laisser. Le chef a refusé. Un incompétent comme lui qui est revenu sans même réussir à capturer l'étudiant ne pouvait pas être digne d'une telle tâche. À ce moment-là, il s'est retourné et a vu quelqu'un s'approcher de lui. Il a demandé quoi? L'instant d'après, la jeune fille lui a transpercé le corps. Elle a dit qu'il n'y avait pas de place pour les faibles dans l'ordre de la lumière. Quant à l'apprenti, il devrait le lui laisser. Elle dépasserait sûrement leurs attentes. Il a dit que son esprit combatif était louable. Mais leur base contenait ce fameux nouveau type de bombe magique créé par l'ermite détesté. Cette même arme avait autrefois détruit plus d'une centaine de leurs camarades. Comment comptait-elle s'en sortir? Elle a répondu qu'il ne devait pas s'inquiéter. Si Sainte ne suffisait pas, alors elle prendrait 300 guerriers d'élite. Ils réussiraient à coup sûr. Il a ri et a été d'accord avec elle. Il a dit qu'il devait s'emparer des artefacts magiques et éliminer le disciple de l'ermite. Tout ça au nom de l'accomplissement de la prophétie. Hottie était toujours en train de serrer joyeusement Vernon dans ses bras. Le MC lui a demandé qui elle était. Elle a répondu « Je vois. Le maître ne connaît que cette forme. Kyodo. » Elle lui a demandé de s'approcher. Vernon se demandait qui était cette beauté dénudée. Elle s'est éloignée de lui et a dit que sa véritable forme était l'ancien dragon Hottie. Puis elle s'est transformée en un grand dragon. Le MC a pensé « Alors c'est ça. » Hottie a dit que les dragons ont une règle. Ils remboursent toujours l'aide qu'on leur apporte. Et Vernon l'a sauvée alors qu'elle était sous contrôle. Alors, en signe de gratitude, elle est venue pour le servir pour le reste de sa vie. Le MC a dit qu'elle devrait oublier ça, qu'elle n'avait pas à s'en préoccuper. Elle lui a dit d'une voix forte que si elle revenait sans avoir remboursé sa dette, toute sa famille se moquerait d'elle. Vernon a répondu qu'il la trouvait un peu trop théâtrale. Elle a dit « Au fait, est-ce que c'est mon imagination ou il y a une mauvaise odeur? » Elle lui a dit que l'opération Vapeur légère commençait et qu'elle allait l'aider. Elle lui a dit qu'elle allait tout nettoyer. Puis elle lui a donné un bain. Le MC a fait remarquer qu'il semblait que les dragons n'étaient pas particulièrement pudiques. Elle a répété « pudique ». Vernon a répondu qu'il n'était pas coutume pour les gens de se promener à moitié nus. Elle a dit « c'est vrai ». Elle s'est alors transformée en une version miniature de dragon et a dit que pendant son service, elle l'assisterait sous cette forme. Le MC a refusé, disant qu'il lui avait déjà dit ne pas avoir besoin de ses services. Contrariée, elle a insisté sur le fait qu'elle pouvait l'aider pour beaucoup de choses. Elle peut voler au-dessus des nuages et peut aussi cracher d'énormes boules de feu. Elle le suppliait de la laisser rester avec lui. Vernon a regardé son expression adorable et a pensé
Bon, elle a l'air d'être une bonne personne et elle semble sincèrement vouloir aider. Il lui a tapoté la tête et a dit « Soit ». Elle lui a alors demandé s'il l'autorisait à le servir. Il a accepté. Elle l'a alors serré dans ses bras et l'a remercié. Le MC lui a dit « Très bien, dans ce cas, tu vas devoir m'aider immédiatement sur un point. » Il l'a appelé et lui a dit que l'armée était fin prête. Ils pouvaient lancer une attaque à n'importe quel moment. Alus a dit qu'ils étaient très rapides. Excellent travail. C'était Alus, le commandant en second de l'Ordre de la Lumière divine. Elle pensait que, de toute sa vitesse, de toute sa force, telle était sa devise. Elle les anéantirait en un instant en attaquant de tous les côtés à la fois. Elle a hurlé à l'armée qu'il sacrifierait le disciple de Kay aux premières lueurs de l'aube. Tous ont répondu par l'affirmative à l'unisson. Ils ont tous répété la même chose, de toute notre vitesse, de toute notre force. Alus a éclaté de rire. Un subordonné l'a appelé. Elle lui a demandé ce que les éclaireurs rapportaient. Un homme est sorti de la maison, probablement l'étudiant de Kay, et avec lui se trouvait une créature mystérieuse. Il semblait qu'il n'avait pas encore été remarqué. Elle a ri et a répondu qu'il avait quitté sa base sans faire attention, comme c'est pratique. Elle a pensé que cet étudiant avait l'air faible. Il avait décidé de promener son étrange animal de compagnie. Dans ce cas, a-t-elle dit, il devrait l'écraser sans grand effort. Elle a levé la main et a dit à l'armée qu'ils changèrent de plan. Tout le monde devait se préparer au combat. Ils devaient attaquer de toute leur vitesse, de toute leur force. Ils devaient le réduire en miettes. Ils ont répété la phrase à nouveau, de toute notre vitesse, de toute notre force. Après cela, ils se sont dirigés vers la maison du MC pour l'attaquer. Vernon a dit à Hottie qu'il comptait sur elle. Suite à quoi elle s'est envolée dans le ciel et a demandé si elle avait vraiment le droit de tirer. Le MC a fait un signe de la main qui signifiait son accord. Werner a dit qu'il devait activer la barrière. De l'autre côté, on rapporta à Alus qu'il y avait un dragon dans le ciel. Alus a dit qu'elle tuerait le dragon et qu'il devait s'en prendre à l'étudiant. Il devait les réduire en bouillie. À ce moment-là, Hottie a lancé une boule de feu et l'a dirigée sur eux. En voyant ça, Alus a demandé « Quoi ?» À cet instant, Hottie a lancé encore plus de boules de feu en disant qu'elle allait rajouter du feu. Après quoi, elle a dirigé ses projectiles vers l'armée. Le MC a dit « Infusion de pouvoir magique, renforcement de la force. » Les boules de feu lancées par Hottie ont volé droit sur l'armée et les projectiles ont fauché plusieurs soldats. Alus a hurlé que ce n'était pas possible. Après s'être occupé de l'armée d'Alus Vernon, a déclaré que le test était terminé. Hottie s'est retransformée en petit dragon et en expirant a dit qu'elle était très heureuse. Le MC est trop cool. Vernon l'a regardé et a demandé « Tu le penses vraiment? » Il a dit d'un air songeur que tout ce qu'il avait à faire était de l'ajuster à la taille du laboratoire. D'ailleurs, il lui a semblé entendre quelque chose. Eugene leur a dit qu'ils étaient en pleine forme comme toujours. « Vous testez un nouvel artefact magique. » Le MC l'a alors interpellé. Hottie a demandé à Vernon qui c'était. Le MC a répondu qu'il venait de la guilde des marchands et qu'il l'avait aidé pendant ses années à l'académie. Eugene a pris la boîte et a dit qu'il avait appris par sa sœur qu'il vivait ici, maintenant, alors il a décidé de venir lui proposer une affaire sur des instruments magiques. Werner a dit pensif que l'offre en elle-même était certainement gentille, mais ne serait-il pas plus rapide de les acheter à l'Académie de la Capitale Royale? Eugene a répondu qu'il avait toujours aimé les instruments magiques qu'il créait. De plus, depuis son départ, la qualité des instruments magiques de l'Académie n'a cessé de décliner. Il semble que tout là-bas soit dans un état assez déplorable. Pendant qu'il racontait cela, un homme a fracassé l'artefact que le doyen de l'Académie avait préparé. À ce moment-là, le directeur de l'Académie le regardait avec une expression déçue. Pendant ce temps, le doyen était terrifié, la sueur coulant sur son visage. Harold, le président de la guilde des marchands qui coopère avec l'Académie, s'est approché du doyen de l'Académie des sages. Il tenait un objet dans sa main, le secouant au visage du doyen et s'exclamant « Alors le produit que vous êtes sur le point de dévoiler est un artefact magique qui chauffe de l'eau. » « C'est exact, » a répondu le doyen. « Oui, nous avons aussi d'autres développements. Ce sont tous des produits de haute qualité, une qualité dont vous pouvez être fier, » a dit Harold d'un ton sarcastique. « Fier. Alors. » Le président a jeté l'invention par terre qui s'est immédiatement brisée en 1000 morceaux. Le doyen s'est exclamé déconcerté. « Mais que faites-vous? » Harold a répondu d'un ton moqueur. « Si c'est là votre opinion sur des produits déjà inventés, produits en masse, et que vous avez juste modifiés de façon superficielle, alors grand bien vous fasse. » Le président a tout jeté, brisant tout en 1000 morceaux et a déclaré que tous les artefacts magiques ici n'étaient que des déchets. Le doyen a simplement blêmi de peur face à la rage du président. Gérald continua. Il a aidé à exiler l'élève du docteur K. et a fait d'importants dons à l'Académie, tout ça pour les outils magiques d'un génie qui avait fait progresser cette science de 800 ans. Il regarda fixement le doyen et ajouta « Accorder les droits exclusifs sur les outils magiques du professeur Cass faisait partie de leur contrat, n'est-ce pas? » Le doyen resta figé, n'osant ni bouger ni dire un mot.
Gérald dit « Tout est écrit dans le contrat. Quiconque ne remplit pas ses obligations doit être puni. Telles sont les règles des marchands. » Ses subordonnés ont attrapé le doyen et le vieil homme a commencé à supplier le président de l'épargner. Il pourrait ne s'en tirer. En regardant Gérald, s'exclama le doyen avec crainte, qu'est-ce qu'il comptait faire? Le président, aspirant un liquide dans une seringue, dit au directeur de l'académie « Ils paieront pour tout avec leur corps. » Il espérait qu'il les servirait de bien. Pendant ce temps, Eugene apporta une enveloppe au protagoniste et dit qu'il avait reçu une lettre du professeur Kay avant de venir ici. Il avait dit qu'elle était pour M. Werner, alors il était venu. Le protagoniste prit l'enveloppe et pensa surpris. Encore une lettre. Dans le message, Kay s'adressait à son cher élève Vernon. Le professeur exprimait l'espoir qu'il ait déjà terminé son travail sur la barrière de protection et qu'il commençait déjà à envisager de créer son propre laboratoire. Kay l'informa également qu'elle avait construit son laboratoire sur une île dans le sud. On se serait cru en vacances. Sa création nécessiterait un budget important, mais comme il ne semblait pas avoir de relations avec les guildes marchandes, il vaudrait mieux pour lui de vendre des instruments magiques à monsieur Eugene. Le professeur ajouta également qu'elle avait une requête. Quand le protagoniste quittera son emplacement actuel, il devra s'en souvenir. Eugene demanda au MC ce que le professeur avait écrit. Le protagoniste répondit pensivement. Elle lui a demandé de faire quelque chose et de vendre des outils magiques. Il montra l'appareil et demanda « Que diriez-vous de ça avec ce que j'ai sous la main ?» Hachi s'exclama surprise. « Est-ce une barrière de protection magique ?» Eugene demanda perplexe. Un si petit appareil pouvait-il vraiment créer une telle barrière? Le protagoniste activa une augmentation de défense de 100 fois et dit qu'il pourrait la rendre encore plus grande. Eugene s'exclama avec stupéfaction. Elle couvre encore plus de territoire que la barrière géante de la capitale. Le MC ajouta « Une véritable production de masse sera difficile pour le moment. Les outils magiques sont plus utiles lorsqu'ils sont largement utilisés dans la société. » Eugene acquiesça et continua. « Néanmoins, même dans sa forme actuelle, cet outil est tout à fait attrayant. S'il vous plaît, laissez-le moi le vendre. » Après un moment, Eugene lui demanda s'il pouvait visiter sa boutique pour conclure un contrat. Le protagoniste répondit « D'accord, je m'y rendrai dès que j'aurai terminé la mission de mon professeur. » Ils se serrèrent la main et convinrent de se retrouver dans la capitale royale. Quand le marchand partit, Hachi lui fit un signe de la main. Le protagoniste dit « Maintenant, je vais me mettre au travail. » À ce moment, Halas, à peine capable de bouger, s'exclama « Cette élève du professeur K, elle ne laissera pas passer ça. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait pas gagner contre un tel adversaire. Mais si elle rentrait les mains vides, on ne lui pardonnerait pas si facilement. » En observant la maison du protagoniste, elle s'exclama joyeusement « On dirait qu'ils vont quelque part. » Attendant que le protagoniste et Hachi soient à bonne distance, elle entra dans la maison par la fenêtre, pensant que même si elle ne pouvait pas les vaincre au combat, elle devait au moins rapporter quelques résultats. En regardant autour d'elle, la jeune fille réalisa qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Elle espérait que l'ermite n'était pas là. Voyant des objets identiques sur les étagères, Salas en prit un et dit joyeusement « Ces nouvelles bombes, et il y en avait tellement !» Continuant son exploration de la pièce, la jeune fille vit des piles de papier griffonné. Elle s'exclama « Ce sont des plans, quelle chance !» Si elle pouvait les rapporter avec quelques autres documents, ses échecs seraient compensés. Halas ramassa les rapports de test de la nouvelle bombe. Ils indiquaient que plus d'une centaine de rebelles avaient été anéantis à la frontière de l'Empire. Cependant, il y avait des risques de sécurité pour son utilisation dans les opérations minières. Le professeur K envisageait d'ajouter un dispositif de contrôle à distance. Le concepteur et développeur était Vernon Street. Halas réfléchit un instant puis s'exclama « Wow, même s'il n'est que l'apprenti du professeur, il a des capacités de combat incroyables. Maintenant, tout s'explique. C'est lui l'ermite, celui qui a développé la nouvelle bombe, celui qui nous entravait depuis si longtemps, le principal ennemi de la secte l'ermite. Son identité était longtemps restée inconnue, mais elle l'avait enfin démasquée. Si elle pouvait transmettre cette information, sa promotion était inévitable et à l'avenir, elle deviendrait la chef de la secte. Dans les fantasmes de la jeune fille, elle était déjà assise sur le trône du chef et tous ses sbires s'inclinaient servilement devant elle. Elle rit de plaisir à la perspective de ce qui l'attendait. Soudain, la bombe s'est mise à émettre des sons caractéristiques et l'appareil qu'elle tenait dans les mains a annoncé que le détonateur avait été activé. Toutes les autres bombes sur les étagères se sont également mises à bipair et leurs détonateurs se sont aussi activés. S'est-elle exclamée perplexe. « C'est une blague! » Pendant ce temps, le protagoniste s'étant replié à une distance de sécurité observait de sa maison en se remémorant la demande du professeur. K lui avait envoyé un message alors qu'il quittait son laboratoire. Ce serait problématique si ça tombait entre de mauvaises mains après son départ. Par conséquent, il devait ajouter un détonateur à distance aux nouvelles bombes et les activer avant de partir pour détruire le labo. Et maintenant, Halas, ne comprenant pas ce qui se passait, regardait autour d'elle avec peur. Les bombes ont vibré et une puissante explosion a retenti.
Le protagoniste observant la scène a déclaré que la détonation était un succès. Hachi s'est exclamée très surprise. Le protagoniste a dit à son familier qu'il devait se diriger vers Eugene. En chemin, il a réfléchi. D'abord, il fallait aller à la guilde des marchandes pour négocier la barrière et trouver un site convenable pour construire le labo. Il devait aussi parler à sa sœur. Il y avait une tonne de travail à faire, mais on n'y pouvait rien. Tout ça pour une vie de recherche parfaite, s'est exclamé Hachi. Elle va l'aider elle aussi, remarqua le protagoniste. Oui, c'est ça de l'aide. Il a activé la forme initiale de Hachi, la transformant en un immense dragon volant et l'a remercié d'avoir accepté de l'aider. Hachi lui a dit « C'est du gâteau ». Vernon lui a alors annoncé qu'il se dirigeait vers la capitale. Quelque temps plus tard, lorsque le protagoniste est arrivé à destination la couronne impériale, le prince Klaus von Linfelden a dit au protagoniste, ou plutôt ce qu'il veut dire, c'est qu'en moins d'une semaine, il a créé une barrière vaincu un ancien dragon pour en faire son serviteur, fait sauter un laboratoire et est arrivé ici. Oui, il a accompli beaucoup de choses. Mais la prochaine fois qu'il ne vienne pas sur un dragon pour ne pas effrayer mes sujets. En tout cas, il est heureux de le revoir. Il y a juste une dame qu'il aimerait lui présenter. Voici Charlotte Chantel. Lamette, son Altesse troisième princesse du Royaume de l'âme. Quand la jeune fille est entrée dans la pièce, elle a joyeusement appelé le protagoniste par son nom et a dit que la dernière fois, elle n'avait pas pu le remercier correctement. Avec un sourire, elle a ajouté « Merci beaucoup pour la dernière fois ». Le protagoniste l'a dévisagé surpris et a demandé « C'est qui elle ?» La princesse s'est immédiatement décomposée, l'a regardé avec stupéfaction et a dit qu'il avait oublié. Klaus a fait raclement de gorge. Il était surpris d'apprendre qu'ils se connaissaient, mais que c'était une bonne chose. Il a demandé au protagoniste s'il connaissait le royaume voisin de l'Amant. Récemment, l'Empire de Galatea a comploté son annexion. Pour contrer cette agression, ils ont formé une alliance de technologie magique et ont invité la princesse à étudier les artefacts magiques. Cependant, alors qu'elle se rendait chez le professeur K, qui devait devenir son mentor, Charlotte a été attaquée par des bandits qui ont tué tous ses gardes. C'est lui le protagoniste qui l'a sauvée alors qu'elle était seule. Le protagoniste, sirotant son thé, a pensé « Ça a dû être dur pour elle ». Le prince a continué. Pendant l'interrogatoire des bandits capturés, il a été révélé qu'ils venaient de l'Empire et possédaient des artefacts magiques. Il s'agissait d'objets créés à l'Académie des Sages. Bien qu'étudier à l'Académie était initialement considéré comme la meilleure option pour Charlotte, il ne pouvait plus se le permettre étant donné la possibilité d'une trahison de l'intérieur. Par conséquent, lui, le prince Klaus veut lui demander de prendre la princesse comme apprentie. La jeune fille s'est exclamée surprise. « Apprenti », a ajouté Klaus. « Pas gratuitement, bien sûr. » Il semblait que la direction de l'Académie interférait avec ses recherches dans la capitale. En tant que prince héritier, il l'aiderait à résoudre ce problème. Le protagoniste est resté silencieux tout ce temps, écoutant avec stupéfaction le discours du prince. Quelque temps après, le protagoniste Charlotte et Hachi se sont rendus à l'endroit alloué pour son laboratoire. Le dragon a dit joyeusement « C'est ici que son complexe de recherche va être construit. » Le protagoniste réfléchit surpris. Il avait pensé qu'il serait difficile de construire un laboratoire dans la capitale à cause des interférences de l'Académie. Cependant, sa sœur lui avait fourni un terrain sur le domaine familial. Elle avait tout organisé d'un seul ordre. Il l'a interrogé sur la construction. Burgett a répondu que la construction battait son plein. En effet, plusieurs constructeurs très compétents travaillaient sur le site du futur laboratoire. Le protagoniste a demandé qui étaient ces gens. Charlotte a répondu qu'ils venaient de l'entreprise de construction bulgare. Son Altesse leur avait demandé de l'aide. C'était un groupe d'artisans puissants réputés pour leurs compétences et leur force dans la capitale. Ils construisaient le palais royal et même les nobles devaient attendre des années pour s'offrir leurs services. Le protagoniste a noté que comme prévu, le travail avançait efficacement. Charlotte s'est tournée vers lui l'air penaud et a dit que devenir soudainement son apprenti devait être un inconvénient pour lui. Le protagoniste l'a regardé et a pensé que c'était peut-être même mieux ainsi. À ce moment-là, un des artisans a crié à son supérieur qu'il s'était passé quelque chose. Modèle, il y avait une énorme plaque de roche juste ici. En plus, elle est si dure qu'elle ne se nivellera même pas. Si vous construisez un bâtiment à cet endroit, il sera bancal. Le contremaître lui répondit sèchement « Arrête de te plaindre. » Ils se sont entraînés pour gérer ce genre de situation, non. Il a appelé les contremaîtres à s'entasser et à l'écraser en utilisant leurs muscles saillants. Les ouvriers ont répondu à son appel et ont commencé à détruire la plaque. Le protagoniste pensa avec surprise « C'est impossible. C'est pas possible. » Au bout d'un moment, le contremaître a dit « Ils ont cassé presque tous les outils, peut-être qu'ils devraient commander des explosifs. » Les ouvriers s'y sont opposés. Pas question, ça endommagerait la cour et les arbres voisins. Charlotte dit avec sympathie « C'est dur pour eux. » Elle aurait aimé pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre. Le protagoniste sortit un artefact en forme de médaillon. Peut-être pourrait-il utiliser un appareil miniature pour créer une barrière.
Il s'est tourné vers le contremaître et lui a demandé où ils avaient mis les outils usagés. L'homme l'a regardé avec surprise, a montré l'endroit du doigt et a ajouté qu'ils étaient tous déjà cassés. Le protagoniste a dit qu'il en soit ainsi. Il a ramassé une pioche et a appliqué sa compétence. Le maître artisan surpris lui a demandé ce qu'il voulait faire. Le protagoniste a répondu qu'il allait la tremper avec du feu magique et installer un mécanisme de barrière sous les yeux étonnés des ouvriers et de la princesse. La pioche ordinaire s'est transformée en un véritable appareil de forage. Runner a suggéré aux ouvriers de l'essayer maintenant. L'artisan s'est chargé lui-même de la tâche et après un court instant, il s'est exclamé avec stupéfaction. Il avait percé un trou dans cette roche et il n'y avait pas une seule égratignure sur l'outil. « C'est quoi ce truc? » Le protagoniste lui a dit qu'il avait ajouté un mécanisme qui fait tourner et basculer l'outil, ce qui facilite le forage avec moins d'efforts. Et la lame est protégée par une barrière, ce qui la rend plus solide et capable de percer la plupart des matériaux. Le protagoniste a ajouté qu'il ne pouvait actuellement en assembler que 4 à partir d'un seul dispositif de barrière, mais qu'à l'avenir, il pourrait probablement mettre en place une production de masse. Il devrait être très utile dans les futurs projets de construction. Le maître dit avec stupéfaction qu'il ne comprend rien aux mécanismes ni aux barrières, mais qu'il est sûr d'une chose. Il est leur sauveur. L'homme a serré fermement la main du protagoniste, puis l'a pris dans ses bras, le serrant si fort qu'il a failli l'écraser. Les autres ouvriers se sont également approchés de lui pour le remercier, le serrant dans leurs bras et lui tapotant l'épaule. Charlotte était complètement stupéfaite. Souriant à la scène, le maître a crié à ses ouvriers. Ils doivent continuer la construction à pleine capacité et ils vont commencer tout de suite. Quelque temps plus tard, le protagoniste et ses alliés admiraient le bâtiment terminé. Charlotte s'est exclamée avec admiration « C'est un superbe laboratoire !» Les ouvriers ont terminé avant la date prévue. Ils ont fait un excellent travail. Le protagoniste était d'accord. La princesse se tourna timidement vers lui et dit « Concernant cette affaire, elle aimerait lui demander personnellement une fois de plus de la prendre comme apprenti. » Sur ces mots, la jeune fille s'inclina profondément devant lui, reconnaissant sa supériorité. Le protagoniste la regarda longuement et lui demanda d'acheter de l'eau et du bois de chauffage le lendemain. Charlotte, surprise, lui reposa la question. De l'eau et du bois de chauffage. Le protagoniste lui a dit qu'il serait nécessaire pour de nouvelles recherches. La jeune fille l'a remercié joyeusement pour cette mission. Le protagoniste lui a rappelé de ne pas oublier d'amener ses gardes. Le lendemain, la princesse fredonnant est partie accomplir la mission de son maître. Elle était folle de joie à l'idée que Werner devienne son mentor. Les gardes la suivaient. Soudain, la jeune fille entendit la voix d'un des gardes. Le type a crié à quelqu'un « Qu'est-ce que vous faites ?» La princesse s'est retournée et a vu ses gardes allongés immobiles sur le trottoir. Elle a bondi vers eux et a commencé à les secouer. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? Le doyen défiguré l'a attrapé par derrière lui, a couvert la bouche et l'a traîné dans une ruelle. Le directeur de l'académie s'est exclamé avec colère « Ce sale bâtard a une élève. » C'est tout simplement ridicule. Oh, eh bien, on peut s'en servir pour se venger. Il a dit au doyen qu'il ne devait pas la tuer tout de suite. Elle servira d'appât. Ils se sont tous les deux mis à rire d'un air mauvais. Pendant ce temps, le protagoniste essuyait la bouche de Hachi après l'avoir nourri. L'un des gardes de la princesse a fait irruption et l'a informé que Charlotte avait été enlevée. Il poursuivait 2 criminels qui avaient participé à l'attaque contre les gardes, mais on ignorait toujours où ils se trouvaient. L'un d'eux lui a dit de lui transmettre ceci. Le type a tendu au protagoniste un mot qui disait que si Werner voulait sauver son élève, il devait venir à eux. Hachi s'est exclamé alarmé. « C'est terrible! Il doit y aller immédiatement et la sauver. » Le protagoniste s'est opposé. « Non, j'irai seul. » Hachi a tenté de s'opposer à sa décision, mais le protagoniste a déclaré avec fermeté qu'il avait une idée sur les ravisseurs. Il devait dire aux gardes de ne prendre aucune mesure précipitée. Werner s'est rendu à l'Académie des Sages dans l'ancien bâtiment expérimental. En entrant dans le bâtiment, il a annoncé bruyamment son arrivée. Le directeur et le doyen de l'Académie sont sortis à sa rencontre, tenant Charlotte en otage. Le doyen dit sarcastiquement « Alors comme ça, il est venu comme convenu. » Malgré sa stupidité, il sait encore lire une lettre. Le protagoniste déclara « Comme je m'y attendais, c'est leur œuvre. » Le directeur s'exclama avec colère « On n'a plus besoin de cette fille. On va te la rendre. » Il poussa la princesse si fort qu'elle serait tombée si le protagoniste ne l'avait pas rattrapée. Après quoi, le directeur pointa un artefact sur eux, activant une force magique mortelle, et leur hurla de mourir. Il visa le protagoniste, mais Vernon activa instantanément une barrière magique et créa un dôme de protection. Le directeur, remarquant l'objet dans ses mains, fit la remarque « On dirait un artefact magique. » Il aurait mieux valu qu'il meure ici avec son élève. Le protagoniste se dit « Comme il pouvait le constater, leur pouvoir magique s'était considérablement amélioré. » Le doyen dégoûté lui ordonna de fermer sa sale gueule. Depuis qu'il avait quitté leur académie, leurs plans avaient été ruinés les uns après les autres. Ils avaient dû se plier à des marchands pathétiques qui les méprisaient et au final ils s'étaient retrouvés avec ces corps mutilés.
Le directeur ajouta avec colère, « Et tout ça, c'est à cause de lui, continua-t-il. Ces idiotes qui nous ont fait ça ont dit qu'ils nous rendraient notre apparence d'origine si on le tuait alors qu'il meurt pour notre bien. Il n'a pas à s'inquiéter. Après ça, on laissera partir son élève. » Le protagoniste répondit avec surprise, ne comprenant pas bien leur logique. Ce n'était qu'une tentative pour rejeter toute la faute sur lui. Le doyen haineux lui ordonna de la fermer. Il allait s'assurer que cette sale bouche ne puisse plus jamais se moquer. Ils activèrent tous les deux leur pouvoir de magie noire. Le doyen dit à Vernern qu'il avait personnellement perfectionné ses artefacts magiques. « Maintenant, on va voir combien de temps tu tiendras en protégeant ton élève. » Ils attaquèrent leurs adversaires, mais le protagoniste était prêt. Il s'avança légèrement et déchaîna une contre-attaque dévastatrice sur ses opposants. Après avoir réussi à neutraliser leur attaque, Vernern dit au doyen qu'il semblait avoir travaillé sur les artefacts magiques qu'il avait laissés dans le laboratoire. Cependant, ils contiennent beaucoup trop de pièces inutiles. La forte tension a affaibli les connexions. Si on vise assez fort, on peut même les briser à main nue. Des ruses aussi bas de gamme ne fonctionneront pas sur moi. Retournant auprès de la princesse, il se plaça à côté d'elle et continua plus intéressé par la raison de l'augmentation de leur pouvoir magique. « Y ai-je la gentillesse de vous rendre sans combattre? » À ce moment-là, le directeur de l'académie et le doyen activèrent de la fonction de capture et d'épaisses cordes enchevêtrèrent instantanément la princesse et Vernern. Le protagoniste comprit qu'il l'avait activée. Le doyen s'exclama joyeusement « Il suffit de l'immobiliser et cette chose fera le reste. » Sur ces mots, il retira la cape qui recouvrait un puissant dispositif de tir. Charlotte s'écria effrayée « Qu'est-ce que c'est? » Le protagoniste, en activant la barrière de protection, leur demanda ce qu'il comptait faire. Le doyen eut un rire répugnant et en parlant de la barrière magique dit « Tout ça est inutile. » Il appuya sur le bouton de l'appareil qui se mit à émettre un puissant flux d'aura de choc faisant s'effondrer la barrière protectrice du protagoniste. À sa grande surprise, le directeur lui dit d'un air ravi qu'il ne niait pas que lui. Vernern était un excellent mage d'artefacts, mais que sans eux, il n'était rien de plus qu'un faible bon à rien. Alors on a préparé ça. Il illumina le centre du dispositif de tir et le protagoniste y vit un cristal familier. Le doyen s'exclama avec colère « C'est un instrument magique médical qui aspire la magie de l'atmosphère environnante. Il est destiné aux patients incapables d'utiliser la magie par eux-mêmes. C'est son invention, celle du protagoniste. Tu connais son défaut, n'est-ce pas? Cet objet n'absorbe pas seulement la magie de l'air, mais il la puise aussi sans fin dans les instruments magiques à proximité. On a dû le modifier pour qu'il libère la magie accumulée. S'il est chargé au maximum, il peut déchaîner un coup plus puissant que les flammes d'un dragon ancien. Est-ce que toi, son créateur, tu comprends ça? Le protagoniste le fixa en silence sans dire un mot. Le visage de Charlotte exprimait à la fois la peur et la stupéfaction. Le doyen continua disant au protagoniste que maintenant qu'il ne pouvait plus utiliser d'outils magiques, il était complètement sans défense et qu'il pouvait aller en enfer avec son élève et ce sur le champ. Le doyen activa l'arme redoutable et visa le protagoniste et la princesse. Le protagoniste protégea la jeune fille de son corps. Le directeur et le doyen, en voyant les flammes engloutir ce maudit Vernern et son élève, se réjouirent. Le directeur s'exclama « Enfin, on l'a eu. C'est tout simplement une arme magnifique. Avec ça en main, personne ne peut nous résister. » Le doyen répondit obséquieusement « Bien dit. » Le directeur poursuivit « Au moins en tant que sujet de test. Et cet idiot de protagoniste s'est avéré utile. » Il se tourna vers le doyen et lui demanda s'il allait bien. À cet instant, le protagoniste, désactivant les flammes, émergea du feu et prit la parole. Première leçon. Les créateurs d'artefacts magiques sont ceux qui rendent la magie accessible à tous. Cela signifie que le créateur de tels objets doit être capable d'utiliser la magie, même sans artefact. Il activa de nouveau la barrière de protection, leur faisant une démonstration de sa puissance. Charlotte, terrifiée, s'agrippa à lui. Le directeur et le doyen n'en croyaient pas leurs yeux. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Les créateurs d'artefacts magiques ne sont que de minables ratés incapables d'utiliser la magie. Pourquoi possède-t-il une magie de barrière si puissante? Le protagoniste leur répondit. C'était nécessaire pour ses recherches, alors il l'a apprise. Mais plus important encore, il ignore toujours la source de leur puissance soudainement accrue. Est-ce à cause de l'artefact sur leur front? Bien sûr, il ne sait pas d'où ils l'ont obtenu, mais il l'étudiera en détail après les avoir vaincus. Le directeur et le doyen le regardèrent avec stupéfaction. Puis le directeur s'exclama avec indignation. Un minable raté qui ne connaît pas sa place. Il ordonna à l'autre, puisque les choses avaient pris cette tournure, d'utiliser leur objet secret. Le doyen s'y opposa, objectant qu'ils ne pourraient alors plus jamais retrouver leur forme originelle.
Le directeur l'interrompit brutalement et le menaça de le tuer de ses propres mains s'il n'obéissait pas. L'autre, d'une voix bégayante de peur, répondit qu'il avait compris. L'adjoint sortit alors la substance les mains tremblantes et ils la prirent. Leurs corps commencèrent à se transformer, prenant l'apparence de monstres. Le directeur hurla de colère. « Excellent! On aurait dû commencer par ça depuis le début. Avec une telle force, ils vont écraser cet idiot comme un insecte. » Le protagoniste, protégeant la princesse de sa main, jeta un regard de côté à ses adversaires. Le directeur déclara que tout serait différent maintenant. Le personnage principal se demanda de quel genre d'apparence il s'agissait. Ils avaient pris une sorte de substance. À cet instant, le directeur utilisa sa magie et envoya plusieurs boules de feu sur le personnage principal. Le personnage principal y réfléchit, constatant que leur niveau de puissance magique avait été multiplié plusieurs fois. Le directeur dit que ce n'était pas mal, mais ajouta qu'il devait aller de l'avant. Le doyen était d'accord avec lui. À ce moment-là, ils s'envolèrent tous les deux. Le doyen annonça « Extension de la portée de l'absorbeur de mana ». Dans la capitale, dans un certain restaurant, quelqu'un dit que le feu avait disparu. Quelque chose venait de se briser dans la rue principale de la capitale. Il interrogea les lampadaires. Burgett répondit qu'ils s'étaient tous éteints. Au château. Quelqu'un annonça que tous les artefacts magiques du centre-ville avaient cessé de fonctionner. C'était un dommage énorme pour la capitale. Le prince demanda ce qui diable se passait à cet instant. Une lumière blanche jaillit du cristal. Le personnage principal se demanda s'ils avaient absorbé le mana de toute la capitale. Il invoqua de nouveau la barrière. Il pouvait encore la protéger. Mais à quoi bon? Le personnage principal demanda ce qu'il voulait dire par là. Le directeur lui demanda s'il ne comprenait pas. Ils allaient me frapper la capitale tout entière. Ils virent sa barrière. Le doyen dit qu'il ne pourrait pas couvrir toute la capitale avec. Le personnage principal se souvint de la façon dont il avait utilisé le bouclier. Le mana de toute la capitale serait libéré en un instant. Sa barrière ne servirait à rien, mais il pouvait faire preuve de pitié. Il dit au personnage principal qu'il n'avait qu'à mourir. À cet instant, Charlotte se tenait derrière le personnage principal, l'horreur se lisant sur son visage. Le directeur sourit d'un air dément et dit qu'il promettait de ne pas attaquer la capitale s'il mourait. Alors qu'allait-il choisir suite à cela, le personnage principal utilisa le bouclier. Il demanda « C'est donc ta réponse? » Très bien alors. À cet instant, il utilisa toute la puissance de leur magie et déclara que la capitale ne comprenait pas leur grandeur. Ils sont une verrue sur notre chemin. Ils seront tous réduits en cendres. Ils doivent disparaître. Après quoi, il déchaîna de nombreuses boules de feu sur la capitale. Une voix se fit entendre. Ajustement des coordonnées duplication de la barrière sur le même plan de déplacement le long de l'axe 80, 90, 110, total 1005 couches purification. Le personnage principal dit que cela suffirait. Il avait réussi à couvrir toute la capitale d'une barrière, ce qui fit que toutes les boules de feu lancées par le directeur et le doyen s'écrasèrent contre le bouclier. Ce dernier s'exclama que c'était impossible. Une barrière ne peut être placée qu'autour de soi. Pourquoi? Le personnage principal répondit qu'avec les informations sur le terrain, il pouvait placer la barrière n'importe où. Il ne l'avait simplement pas fait avant parce que ce n'était pas nécessaire. Il dit qu'un artefact magique de ce niveau, non seul un mage de haut rang pourrait faire ça. Le personnage principal lui demanda de quoi il parlait. Le créateur ne peut pas être inférieur à ses créations. Le directeur le maudit et dit qu'il allait devoir recommencer. Il allait de nouveau rassembler le mana de toute la capitale. Cependant, quelque chose tourna mal à ce moment-là et ils furent projetés sur le côté. Le protagoniste expliqua que si la pierre magique absorbait trop de mana, elle deviendrait incontrôlable et absorberait sans distinction toutes les sources de mana à proximité. C'est pourquoi il avait abandonné le projet car il présentait une faille critique. Le directeur s'écria qu'il soit maudit. Le personnage principal le regarda puis utilisa l'expansion de mana. Il lui dit qu'il devait bouger. Le directeur cria qu'il ne pouvait pas bouger. Le protagoniste lui ordonna de partir tout simplement. Le directeur lui rétorqua de s'en aller lui-même. Le personnage principal utilisa la compétence de désintégration. Il déclara que s'il les laissait en l'état, ils ne feraient que causer plus de problèmes et qu'il devait donc se débarrasser d'eux. À ce moment-là, le personnage principal les a attaqués. Ils sont tous les deux tombés au sol, sans aucun signe de blessure. Le personnage principal a regardé la scène, a soupiré et s'est épousseté les mains. Puis il a remarqué quelque chose et a détourné le regard. Il a dit qu'il pensait que le mana absorbé était retourné à la capitale. Il s'est tourné vers Charlotte et lui a dit qu'il l'avait mise en danger. Était-elle blessée? Charlotte a répondu que non, et enlaçant le personnage principal, elle a dit qu'elle était très heureuse qu'il soit sain et sauf. Elle s'était beaucoup inquiétée pour lui. Otti a appelé le personnage principal et le serrant aussi dans ses bras a dit qu'il était en sécurité. Le personnage principal a dit qu'elle était enfin arrivée. Le garde s'est excusé pour leur retard. Le personnage principal s'est demandé si c'était les gardes du prince Klaus. Le garde a dit que son Altesse les avait envoyés pour l'aider, mais qu'il semblait qu'ils s'en étaient sortis sans eux.
Pouvait-il les accompagner au château pour clarifier la situation? Le personnage principal a regardé le champ de bataille et s'est demandé si c'était de ça qu'il parlait. Le personnage principal a dit maladroitement « C'est vrai, je dois démanteler un artefact magique de toute urgence ». Le garde qui se tenait derrière lui a dit qu'ils avaient reçu l'ordre de l'escorter au château quoi qu'il arrive. Son Altesse l'attendait avec impatience. Le personnage principal frustré s'est dit qu'il allait certainement avoir des ennuis pour ça. Cependant, une fois à l'intérieur du château, le prince s'est incliné devant le personnage principal et lui a demandé d'accepter sa sincère gratitude. Le personnage principal a demandé perplexe « Pourquoi ?» Le prince a répondu qu'il était principalement reconnaissant pour avoir sauvé la princesse et aussi pour avoir protégé la capitale royale. Le personnage principal s'est dit qu'il était soulagé qu'il ne soit pas en colère. Il a ajouté que concernant le directeur et le doyen, ils avaient déjà une mauvaise réputation et qu'ils étaient maintenant arrêtés pour trahison et risquaient la prison à vie. Le personnage principal a dit « C'est donc ça ». Il s'est excusé de lui avoir causé tant de problèmes. Le prince a répondu que ce n'était rien. Le prince a également demandé « Concernant les artefacts magiques qu'il portait, est-ce que vous les connaissez ?» Il a répondu qu'ils étaient similaires à l'artefact porté par l'ancien dragon, mais que celui-ci transformait ses propriétaires en démons. Ça semblait être une version plus avancée. Le prince a demandé s'il pouvait fabriquer un artefact similaire. Le personnage principal a secoué la tête et a dit que c'était impossible pour lui pour le moment. Il n'avait aucune intention de créer de tels artefacts. Le prince déçu a répondu qu'il comprenait. Il s'est dit que d'après le rapport d'enquête, les coupables étaient un groupe associé à l'Empire de Galatea possédant des artefacts magiques si avancés que même un maître comme lui ne pouvait pas les recréer. Il a levé les yeux et a dit « Est-ce que il y a un tel génie du côté ennemi ?» Il a ajouté « Ils ont été vaincus si facilement. Ce type, il est bien plus dangereux qu'on ne le pensait. Ils n'avaient même pas à s'inquiéter. Ils avaient déjà pris les devants. Cette fois, ils se débarrasseraient de lui à coup sûr. Après tout, ils avaient l'enfant de la lumière avec eux. » 2 jours après l'incident, le personnage principal s'est réveillé. Il s'est demandé si c'était déjà le matin. Après avoir parlé avec son Altesse, il était retourné à ses recherches, puis il s'était endormi. À ce moment-là, le personnage principal a senti quelque chose à côté de lui sur le lit et a demandé « C'est quoi ça? » Puis quelqu'un a crié dessous la couverture. Le personnage principal a retiré la couverture et a vu Charlotte et Otti. Soudain, Charlotte a crié « C'était quoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle est venue? » Le personnage principal lui a dit de se calmer. Otti a dit que tout le monde devrait dormir ensemble. Le personnage principal a pensé « C'est son œuvre ». Otti a expliqué que les anciens dragons se blottissent les uns contre les autres en dormant. Elle a demandé « Mais pourquoi sont-ils nus? » Charlotte a dit au personnage principal de ne pas la regarder. Le personnage principal a acquiescé et s'est détourné. Il s'est dit qu'elle changeait vite d'avis. C'était quoi ça? Otti a regardé toute la scène puis les a attrapés en disant qu'ils devaient rester plus proches les uns des autres. Charlotte a crié de nouveau et lui a dit qu'elle lui avait déjà expliqué que c'était indécent pour les humains. Berg est entré dans la pièce et a appelé le personnage principal. Elle a demandé « C'est quoi tous ces cris? Est-ce que tout va bien? » À cet instant, elle les a vus tous les 3 nus sur le lit. Elle était complètement sous le choc. Elle a dit qu'elle pensait qu'il avait encore été attaqué. Le personnage principal s'est dit que les choses venaient de se compliquer encore plus. Il a ensuite passé un long moment à expliquer toute la situation à sa sœur. Assise à table, Bridget a dit que ce n'était finalement qu'un malentendu, mais qu'elle espérait que ça ne se reproduirait plus. Le personnage principal a poussé un soupir de soulagement pendant que Charlotte était assise rougissant à cause de la situation. Bridget a dit au personnage principal « Au fait, tu as reçu une lettre de l'Académie. Apparemment, ils ont élu un nouveau recteur fait des changements dans le département des artefacts magiques et ils t'invitent. » Le personnage principal a pensé que l'Académie lui rappelait de mauvais souvenirs, mais il était curieux de savoir ce qu'il était advenu des artefacts qu'il avait laissés derrière lui. Il a dit que la personne qui avait perfectionné ces artefacts n'avait pas encore été trouvée. Heidi était d'accord et a dit que juste au cas où ils devraient tous y aller ensemble, il pourrait y avoir des problèmes. Charlotte était du même avis. Bourgo a dit qu'elle avait aussi affaire près de l'Académie, alors elle les accompagnerait. Le personnage principal lui a demandé si elle avait quelque chose à faire. Bourgotte a répondu par l'affirmative et a dit qu'elle devait procéder à une inspection de la frontière. Le personnage principal a dit qu'elle n'était pas obligée de le faire elle-même. Bourgo a répondu que le titre de Margrave se transmettait dans leur famille depuis de nombreuses générations. C'était son devoir en tant que futur chef de famille. Le personnage principal a réfléchi un instant et a dit qu'alors elle devrait prendre ceci avec elle. Il a sorti une amulette et a dit que c'était un artefact de barrière avec lequel elle pourrait ériger une barrière autour d'elle ainsi que cet appareil pour maintenir la communication. Elle devait être prudente. Bourgotte était d'accord avec lui et a dit qu'il devait lui aussi faire attention. Elle a dit au personnage principal que ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Puis elle l'a remercié d'être venu. La nouvelle directrice de l'Académie des Sages, Fiona Rentlage.
Fiona a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle aurait l'occasion de le revoir. Le personnage principal lui a dit qu'elle était devenue la nouvelle directrice de l'académie. Elle a répondu par l'affirmative. Le personnage principal a dit qu'elle était devenue réputée comme une excellente scientifique et une brillante professeure et qu'elle était la meilleure candidate pour le poste. Fiona a ajusté ses lunettes et a dit que beaucoup à l'académie, y compris elle-même, s'étaient opposés à son renvoi. Et malgré cela, l'ancien directeur n'en avait fait qu'à sa tête. Elle a serré le poing et a dit furieuse que si elle en avait eu l'occasion, elle se serait occupée d'eux d'elle-même. Le personnage principal, essayant de la calmer, a dit « Ce qui est fait, et peut-être devrais-je récupérer mes artefacts. » Elle l'a regardé et lui a demandé s'il voulait l'accompagner. Il se dirigeait quelque part et elle a dit que d'abord le renvoi puis l'attaque. De simples excuses ne suffiraient pas cette fois. Elle s'est approchée de la porte et a dit qu'il devait venir ici. Puis elle a ouvert la porte et a dit qu'elle espérait que cela suffirait au moins à se faire pardonner. Le personnage principal a regardé et a dit que c'était son laboratoire. Il était sûr qu'ils avaient tout jeté. Fiona a dit qu'elle avait vu comment ils l'avaient traité ce jour-là. Leur protestation n'avait servi à rien, alors elle avait décidé de préserver au moins ce qui restait de lui. Elle a également rendu tous les artefacts que le directeur lui avait volés. Elle s'est inclinée devant lui et a dit qu'elle s'excusait une fois de plus. C'était peut-être trop tard pour le demander. Mais n'aimerait-il pas continuer ses recherches ici? L'académie avait besoin de lui. Il doublerait de son salaire et s'il avait des questions, elles y répondraient rapidement étant donné sa position. Le personnage principal l'a interrompu et a dit qu'il ne reviendrait pas à l'académie. Fiona, déçue, a demandé si elle pouvait savoir pourquoi. Le personnage principal a répondu gêné que ce n'était pas qu'il en voulait à l'académie. Il aimait faire ses recherches quand et où il le voulait, et de plus à l'avenir, il serait occupé à former son élève. À ce moment-là, il a regardé Charlotte qui tenait Hottie dans ses bras. Fiona a soupiré et a dit qu'elle était vraiment désolée, mais qu'elle respectait son choix et qu'elle garderait sa place. Il pourrait revenir quand il le voudrait. Il serait heureux s'il donnait quelques cours ou aidait à la recherche. Le personnage principal l'a remercié. Puis Hottie a sauté sur la tête de Fiona et l'a remercié. Fiona l'a regardé et a dit que c'était la petite créature dont il s'occupait. À ce moment, Hottie a joyeusement dit qu'elle était Hottie. Elle servait son maître. Fiona a semblé électrocutée par tant de mignonnerie. Elle lui a demandé si elle voulait des bonbons. Le personnage principal a dit que Fiona aimait tout ce qui était mignon. Le personnage principal a dit « Au fait, vous avez fait un excellent travail en restaurant le laboratoire. » Fiona a répondu que oui et qu'on l'avait aidé. À ce moment, Quill a appelé le personnage principal et a dit que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Le personnage principal l'a appelé. Il s'est tourné vers elle et a dit que c'était son ancien élève. Quill s'est incliné et a dit qu'il était ravi de la rencontrer. Il aidait à restaurer le précieux laboratoire de son professeur. Le personnage principal lui a demandé s'il travaillait pour Eugene maintenant et si le directeur l'avait appelé. Quill a répondu que c'était vrai, mais qu'en fait, on lui avait confié la conception d'un navire marchand. Il était propulsé par des pierres magiques, mais elles étaient en quantité insuffisante et il était venu pour savoir où il pourrait s'en procurer. Il avait déjà réussi à en rassembler la moitié, mais les pierres qui pouvaient être utilisées pour le navire étaient très chères et rares. Hottie a joyeusement dit qu'il pouvait diviser les pierres pour en avoir plus. Charlotte a dit que c'était beaucoup plus compliqué. Si une pierre magique est endommagée, elle se transforme en poussière et même si elle est brisée, le mana à l'intérieur de la pierre diminuera. Quill a momentanément perdu courage et a dit que de nombreux chercheurs avaient essayé d'empêcher cela, mais jusqu'à présent sans succès. Le personnage principal a répondu par la négative et a dit qu'il se trompait là-dessus. Il l'a regardé et a dit que c'était une pierre magique. À ce moment-là, le personnage principal a pris ses outils et a décidé de fendre la pierre. En voyant ça, Quill, terrifié, lui a demandé ce qu'il était en train de faire. Il allait la détruire comme ça. Le protagoniste a réussi à fendre la pierre. Quill l'a regardé et a demandé pourquoi elle ne s'était pas effritée. Le protagoniste a expliqué qu'à l'intérieur de la pierre magique, il y a un noyau qui est la source de mana et des veines à travers lesquelles le mana circule. Si on frappe les veines sans toucher le noyau, la pierre n'est pas complètement détruite. Les veines sont orientées vers le bas. C'est ce qu'il a dit et c'est comme ça qu'il l'a compris la première fois qu'il a essayé de fendre la pierre magique. Assez étrangement, les deux fragments tentent de retrouver leur apparence d'origine. Ce phénomène pourra être étudié plus tard. Le plus important ici, c'est que les deux fragments auront des noyaux de mana identiques. La pierre d'origine est la même que le morceau brisé. Quill a demandé ce que cela signifiait. Le protagoniste tenait deux fragments de la pierre magique dans ses mains et a dit qu'à partir d'une seule pierre magique, ils en avaient obtenu deux. Quill pensa que l'éclat du mana n'avait pas faibli. Le personnage principal a dit que de cette façon, il pourrait doubler le nombre de pierres magiques. Jusqu'à présent, les pierres magiques n'étaient utilisées dans les navires que comme source d'énergie auxiliaire, mais avec le temps qu'elles pourraient devenir la source d'énergie principale. De tels navires nécessiteraient moins de voiles et pourraient transporter beaucoup plus de marchandises qu'actuellement. Quill a dit que les pierres magiques n'alimentaient pas seulement les navires, mais aussi de nombreux artefacts dans la capitale. Cette découverte pourrait avoir un impact énorme sur l'économie,
mais jusqu'à présent, il n'avait vu cette méthode mentionnée nulle part. Il a demandé au professeur où il avait appris cela. Le personnage principal a répondu qu'il l'avait découvert la veille. Kulab a été choqué par cette réponse. Le personnage principal a ajouté au passage que cela ne pouvait être fait qu'une seule fois par pierre magique. Kul, tout excité, a dit que ça signifiait quand même 2 fois plus de pierres, 2 fois plus. Cela pourrait résoudre le problème de pénurie d'énergie. Puis il s'est incliné profondément et a dit que dans tous les cas, il le remerciait. Maintenant, tout devrait fonctionner. Il voulait juste lui rendre visite et voilà qu'il résolvait encore une fois ses problèmes. Le personnage principal a posé sa main sur son épaule et a dit qu'il passerait de temps en temps. Il avait peut-être obtenu son diplôme, mais il restait son élève. S'il ne comprenait pas quelque chose, il pouvait lui demander conseil à tout moment. Kul était heureux d'entendre ces mots. Fiona se tenait là et observait toute la scène, puis elle a dit que c'était tout de même une grande perte. Elle a dit que sa perspicacité, ses qualités de meneur, il n'était en rien inférieur au premier enquêteur. Fiona a ajouté que le rôle de professeur était trop petit pour lui. Après ça, ils ont quitté l'académie. Hattie portait un sac et a dit qu'on lui avait donné beaucoup de bonbons. Le personnage principal tenait aussi une boîte dans ses mains et a dit qu'on lui avait rendu ses artefacts. C'était une bonne chose qu'il ait réussi à tout récupérer. Charlotte a dit qu'il avait fabriqué tellement d'artefacts. Le personnage principal a acquiescé et a dit que c'était devenu une sorte de routine quotidienne. Il avait fait ça la veille. Il a sorti un artefact magique de sa poche. Charlotte a demandé ce que c'était. Le personnage principal a répondu que c'était un artefact magique qui émettait un signal de détresse. Il s'est souvenu que pendant l'expérience, il avait aussi remarqué que les pierres magiques obtenues par scission résonnaient entre elles. Il a décidé de tirer le meilleur parti de cette propriété. Il avait donné un de ses artefacts à sa sœur ce matin. Il intégrait également une magie de barrière. Si sa sœur insufflait de son mana dans l'artefact, une résonance se produirait et la pierre se mettrait à briller. À cet instant, l'artefact magique a commencé à briller puis s'est complètement brisé. Le personnage principal l'a regardé et a pensé que c'était la pierre magique. Elle brillait, ce qui signifiait que sa sœur y avait insufflé son mana. Le personnage principal s'est demandé « Mais pourquoi s'est-elle brisée? Est-ce que la pierre de ma sœur a été détruite? » Il s'est demandé ce qui était arrivé à sa sœur. Au même moment, la sœur du personnage principal était dans une calèche. Elle se disait que tout s'était déroulé comme prévu. Finalement, elle n'avait pas eu besoin de l'utiliser. Le personnage principal s'était inquiété pour rien. À cet instant, elle a senti quelque chose et a cru percevoir une puissante énergie magique. Puis quelqu'un a attaqué leur calèche. Burgo est tombé sous le choc et l'artefact magique que le personnage principal lui avait donné a été endommagé. On l'a appelée pour lui demander si elle était blessée. Elle aida Berg à se relever et lui demanda si elle allait bien. Burgo se releva et sentit de nouveau une énergie magique puis 2 autres tirs. À ce moment-là, plusieurs boules de feu l'ont attaquée depuis les buissons. Elle a réussi à utiliser un bouclier magique. Elle a été blessée et a dit que le saignement ne s'arrêtait pas. Son assistant a dit qu'il fallait de toute urgence faire venir un guérisseur. Il a répondu par l'affirmative et a dit qu'il devait assurer la protection de Burgo. Il s'est approché et a dit qu'il était un guérisseur. Pourrait-elle, s'il vous plaît, retirer la barrière pour qu'il puisse l'aider? Burgo a pensé qu'ils avaient été attaqués avec un sort ressemblant à une lance. S'ils attaquaient à nouveau, elle sentirait le mana et pourrait donc anticiper l'attaque. Elle a accepté et lui a dit qu'il pouvait commencer le traitement. Il a répondu par l'affirmative. Alors qu'elle relâchait la barrière magique, elle s'est dit qu'elle devait d'abord arrêter le saignement. À ce moment-là, un couteau a volé dans sa direction. Elle a pensé que ce n'était qu'un simple couteau. Elle a réussi à le bloquer, mais une barrière est alors apparue. La barrière s'est désactivée. Au même instant, quelqu'un a de nouveau tenté de l'attaquer à plusieurs reprises depuis les buissons. Elle a failli être blessée à nouveau, mais une grande barrière est apparue autour d'eux. Birgit l'a regardée et a pensé que c'était la barrière. Elle a appelé le personnage principal. Il s'est excusé auprès d'elle pour son retard. Il a hurlé au soigneur de commencer à traiter sa sœur immédiatement. Le soigneur a acquiescé. Le personnage principal a vu l'agresseur et a dit à Hattie qu'il devait se diriger par là. À ce moment-là, ils ont attaqué quelqu'un qui se trouvait dans les buissons. Le personnage principal a pensé qu'il n'y avait aucune réaction. Une fois la fumée de l'attaque dissipée, le personnage principal a dit qu'il s'était échappé. Il a pensé qu'il serait difficile de le retrouver. À ce moment-là, il a marché sur quelque chose et a demandé « C'est une lettre ». La lettre disait qu'il l'avertissait de ne plus se mêler de leurs affaires, sinon le sang continuerait de couler. Manoir du Margrave. Le personnage principal a demandé comment allait sa sœur. On lui a répondu que le traitement avait réussi et qu'elle aimerait lui parler seule à seule. Le personnage principal leur a dit qu'il passerait la voir un instant. Il a ouvert la porte et a salué sa sœur. Birgit était assise là, couverte de bandages. Il lui a demandé comment allaient ses blessures. Elle a répondu qu'elle allait se reposer un peu et qu'elle serait comme neuve. Ils avaient réussi à lui prodiguer les premiers soins à temps tout ça grâce à son artefact. Ses inventions sont incroyables. La description de son poste exige qu'elle surveille les activités des autres pays. Mais apparemment, elle a mal fait son travail pour se laisser attraper par eux.
Il ne devrait pas s'inquiéter pour ça, et il devrait également poursuivre ses recherches. À ce moment-là, elle a regardé le personnage principal et a demandé « Il ne va pas l'écouter, n'est-ce pas? » Le personnage principal est resté silencieux tout ce temps. Bridget a dit « Très bien, je vais vous dire ce que je sais. » À la demande du prince héritier, ils ont commencé à enquêter sur les activités d'une organisation appelée le culte du dieu de la lumière. Dernièrement, divers incidents se sont produits ici et là. Ce culte prévoit de renverser l'empereur et apparemment leurs voisins l'Empire de Galatea sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Le personnage principal a demandé « Est-ce que c'est le cas avec les directeurs? » Bridget a répondu que le culte pourrait être impliqué. Le gouvernement est déjà sur ses gardes en raison des incidents passés et ils n'ont pas réussi à trouver de bonnes pistes. Cela pourrait signifier qu'ils ont un complice dans leur propre pays. D'après son enquête, elle en a conclu qu'il s'agissait très probablement d'Harold. C'est le chef d'une société commerciale et il a fait des affaires avec l'Académie. Ses affaires marchaient étonnamment bien ces derniers temps et il faisait des réserves d'artefacts magiques. Comme ils avaient remarqué une activité suspecte, le prince héritier a envoyé des chevaliers sur les lieux. Mais la maison de commerce était déjà complètement vide. Ils s'étaient servis du directeur et du doyen pour leurs propres fins. Mais cela a nui aux opérations de la société, rendant plus difficile pour le culte d'opérer au sein de l'Empire. Elle pense que l'attaque était un avertissement. Le protagoniste a dit d'un air pensif qu'il comprenait. Il l'a remerciée et lui a dit qu'elle devait se reposer. Cependant, Bridget l'a interpellé et lui a dit que les attaquants avaient vraiment l'intention de la tuer et qu'il ne devait pas agir de manière imprudente. S'il sentait le danger, il devrait partir. Le protagoniste était d'accord avec elle. Puis il a quitté la pièce et Charlotte a demandé des nouvelles de sa sœur. Le personnage principal a répondu qu'elle allait bien et que ses jours, n'étaient pas en danger. Elles devraient toutes les deux se reposer aujourd'hui. Il a commencé à les pousser vers la sortie, mais Charlotte a voulu protester. Le personnage principal l'a interrompu et a dit que tout allait bien. Elle devait y aller. Le personnage principal était dans son laboratoire essayant de réparer l'artefact. Il a dit qu'il devrait le chercher lui-même. Hottie s'est approchée de lui et l'a appelé. Elle a dit que les anciens dragons ont une bonne ouïe. Elle a entendu leur conversation. Les oreilles sont quelque part par ici. Elle a dit qu'elle irait aussi. Le personnage principal a dit que c'était un adversaire dangereux. Il préférerait qu'elle reste ici. Cependant, elle lui a dit que les anciens dragons ont un bon odorat. Elle peut les retrouver à l'odeur. Elle veut aussi se rendre utile. Le personnage principal a soupiré et a dit qu'il devrait retourner sur les lieux de l'attaque. Il a dû avoir le temps de le blesser avant qu'il ne s'échappe. Il le retrouverait grâce à l'odeur du sang. Pendant ce temps au palais, il a dit qu'il n'avait pas réussi à tuer Bridget. Il a appelé Harold et lui a demandé ce qu'il fichait là-bas. L'armée du prince héritier rôdait déjà partout. C'était un idiot. Le plan visant à détruire l'Empire de l'intérieur était au point mort. Harold a dit qu'il était vraiment désolé. L'autre a répondu qu'il en avait assez. Il ne tolérerait pas un autre échec. Il devait se souvenir pourquoi ils lui avaient confié leurs soldats. Leur rang correspondait à celui d'officier. La prochaine erreur lui coûterait la vie. Le héros pensa « Qui d'autre était un idiot ici ?» Ce n'était qu'une bande d'imbéciles écervelés qui ne pouvaient rien faire sans les artefacts et le pouvoir de l'enfant de la lumière. Puis il s'est élevé et a dit, avec leurs soldats, il avait aussi obtenu un artefact magique. Il pensait qu'un artefact de combat fabriqué par les mains de l'enfant de la lumière contenait le pouvoir des anciens dragons. Cet objet à lui seul était capable de détruire un pays tout entier. Avec ça même, les soldats du prince héritier ne seraient pas un problème. Quand l'Empire tombera, l'Empire de Galatea et le royaume de Ramid se déclareront la guerre, ce qui signifie d'énormes profits. Il deviendra riche en vendant des artefacts magiques aux deux camps du conflit. Il serait tout aussi heureux si le personnage principal arrêtait de l'embêter, mais il ne va pas laisser entrer cette menace. À ce moment-là, on l'a interpellé. Le héros s'est tourné vers lui et lui a demandé pourquoi il faisait tout ce bruit. Il avait l'air confus et a dit « Il y a un type dehors ». À cet instant, quelqu'un a défoncé la porte d'un coup de pied. Le personnage principal s'est excusé et a dit qu'on avait refusé de le laisser entrer. Il s'agissait donc du héros.